Merci à toutes et à tous de votre fidélité à New World Info et bienvenue dans le programme du soir. Les acteurs sont unanimes alors que de nombreuses régions du monde restent confrontées à la guerre et aux conflits armés. Les actions visant à construire une paix durable restent plus que jamais cruciales. L'implication des jeunes comme acteurs stratégiques pour une paix durable semble essentielle. Mais comment y parviendront-ils? Lucas Baki est notre invité de ce soir pour en parler. Bonsoir Lucas Baki. Bonsoir, madame. Vous êtes journaliste, écrivain et analyste politique. Tout à fait. Alors, nous pouvons parler de paix, de sécurité aujourd'hui, sans rappeler qu'il y a quelques jours, le Togo abritait une rencontre dédiée à ce sujet, la deuxième édition du Lomé Peace and Security Forum, un événement auquel vous avez pris part. Lomé Peace and Security Forum, qu'en pensez-vous? Oui, alors merci beaucoup pour la question. Je pense que l'Lomé Peace and Security Forum est une belle initiative du tout. Elle est belle d'autant plus que, vous savez, le principe même de définir un cadre de réflexion et d'analyse sur les enjeux liés donc à la vie et aux besoins de construire nos sociétés est toujours salutaire. Et donc, de ce point de vue, on peut considérer que le fait pour le Togo, notamment le ministère des Affaires étrangères, d'initier une telle rencontre qui a quand même regroupé, on va le dire, la crème intellectuelle africaine, les leaders d'opinion, les gens, les personnes de ressources, voilà, qui s'activent surtout sur des questions de paix et de sécurité, a été quand même quelque chose de très, très, très salutaire parce que les débats ont permis de poser le diagnostic sur les principaux défis auxquels l'Afrique fait face aujourd'hui. Vous savez que le continent est abrité, surtout de paix et de sécurité, parce que l'instabilité, malheureusement, est encore une réalité sur notre continent. Et puis la paix est toujours percutée. Il n'y a pas de sécurité, vous voyez les attaques terroristes un peu partout. Et puis tout cela, il fallait poser le diagnostic, réfléchir véritablement sur cette problématique. Mais pourquoi il faut réfléchir sur cette problématique? Parce que la paix, qui est un état d'esprit relatif à la quiétude, à la sérénité, à la tranquillité, et la sécurité, qui garantit donc une protection absolue de la vie du citoyen, sont des conditions essentielles pour l'épanouissement de la population. Autrement dit, lorsque vous n'êtes pas mentalement équilibré, lorsque vous n'avez pas l'assurance d'une certaine protection, vous n'avez pas les conditions optimales nécessaires pour mener la réflexion, pour prendre des initiatives et pour être un acteur compétent justement dans le processus de construction, donc en tout cas de votre nation. Donc, ces questions sont essentielles parce que c'est à partir d'elles qu'on peut réfléchir à la possibilité pour l'Afrique de se développer, puisque ce sont des individus qui sont justement des acteurs de développement, c'est-à-dire l'être humain est la mesure de toute chose. Et cet être humain-là doit recueillir un certain nombre, ou du moins incarner un certain nombre de conditions, notamment le fait d'être en paix avec lui-même, ou le fait de l'avoir d'assurance, d'être en sécurité, donc de pouvoir circuler, etc. Et de disposer donc des meilleures conditions optimales de réflexion pour pouvoir prendre des initiatives et donc agir pour impacter son environnement. Donc pour vous, le moment est bien choisi pour avoir fait ce sommet? Absolument, c'est opportun, d'autant plus qu'avec tout ce que nous vivons aujourd'hui sur le continent, et sachant pertinemment qu'il y a des prédateurs extérieurs qui militent chaque jour et qui ne manquent vraiment pas d'inspiration pour troubler la quiétude des peuples d'Afrique et faire en sorte que l'instabilité puisse régner en triomphe et donc justifier eux leur présence et le fait qu'ils soient toujours en mesure de piller nos ressources, de faire en sorte à nous réduire à l'étape des vassaux, etc. Cette situation fait que il est vraiment judicieux de réfléchir à ce qui s'est passé, en tout cas à ce sujet, et je crois qu'à partir des recommandations qui ont été faites à cette rencontre, à ce forum des 11 et 12 octobre 2025, chacun des acteurs prendra à bras le corps ce défi-là et comprendre qu'on doit chacun individuellement agir pour construire la paix sociale et garantir justement à nos pays la stabilité requise. M. Baki, est-ce que ce n'est pas une fuite en avant de dire que ce sont des acteurs externes qui viennent troubler la quiétude même du continent? Entre autres, il y a certains phénomènes, vous savez, le continent africain a fait l'objet dans un premier temps
de la traite négrière, ensuite de la colonisation. Ensuite, aujourd'hui, on parle du néocolonialisme. Quand vous prenez le cas des pays du Sahel aujourd'hui, qui font face à ce fléau du terrorisme, il est documenté aujourd'hui qu'en réalité, ce sont les puissances occidentales qui entretiennent savamment ce fléau de sorte à maintenir l'instabilité et faire en sorte que nos États n'aient pas le temps de réfléchir aux moyens de se développer. Ça, c'est un fait. Oui, ce n'est pas la seule raison. Parce que justement, sur le continent aussi, le style de gouvernance de nos dirigeants est aussi morveux, aussi, je veux dire, incohérent, au point où on accumule, si vous voulez, la faim, les frustrations, les injustices sociales, et tout cela participe justement à créer l'instabilité, l'insécurité, parce que lorsque vous faites face aux besoins de votre propre existence, de la pitance, etc., votre révolte, elle est réelle, et donc, puisque vous n'êtes pas en paix avec vous-même, et vous ne vous sentez pas en sécurité, la révolte et l'idée même, voilà, de se laisser enrôler, emballer par les recruteurs de terroristes, vient tout naturellement. Donc c'est pour dire que oui, c'est vrai, il y a des phénomènes exogènes qui expliquent justement cette situation d'instabilité, qui expliquent qu'il n'y a pas de la paix et de la sécurité, mais aussi les faiblesses des choix politiques et le manque de vision de beaucoup de nos dirigeants expliquent en deuxième partie le fait que jusqu'à présent, les citoyens africains n'ont pas encore les moyens et les conditions normales qui leur permettraient justement de se sentir en paix et en sécurité, et de sorte qu'ils soient vraiment des acteurs compétents dans l'action et dans les initiatives qu'on doit prendre pour assurer le développement de nos pays. Alors, la paix n'est pas seulement l'absence de guerre, c'est une citation célèbre qui nous vient du XVIIe siècle avec Spinoza. Le sommet de Lomé a sans doute mis en lumière les causes profondes même de cette instabilité sur le continent. Absolument, c'est ces causes-là que je vous ai évoquées tout à l'heure. Je pense que ce qui est important maintenant, c'est de voir quels sont les moyens que les gouvernants, les leaders d'Afrique... Donc au-delà de la mauvaise gouvernance, au-delà des causes externes, il n'y en a pas d'autres qui ont été mises en exergue? Bon, l'essentiel... Oui, non, c'est-à-dire que tout se résume autour de ça. Même si on doit se dire, bon, ben écoutez, c'est parce qu'il y a l'injustice sociale, c'est parce qu'il y a un certain nombre de choses, tout se résume à la vision et aux choix politiques qu'opèrent les gouvernants. Leur responsabilité est véritablement convoquée. Pourquoi? Parce que pour pouvoir créer l'écosystème qui est incarné par la paix et la sécurité, il faut nécessairement au sommet un dirigeant visionnaire qui comprend que ces citoyens sont en réalité la première richesse sur laquelle il peut compter, d'abord pour créer la richesse matérielle et ensuite pour dérouler lui sa vision. Encore faudrait-il qu'il en dispose, voyez-vous? Et donc, ça veut dire qu'en tout état de cause, quand vous avez un leader qui est visionnaire, qui est empathique, qui est attaché à la cause commune et qui fait donc du sacrifice pour le bien commun un sacerdoce, du coup, il a l'inspiration juste et idoine qui permettrait de mettre les règles du vivre ensemble, de les conserver et de faire en sorte que l'ensemble des citoyens se moulent dans la vision qui est la sienne. Quand vous prenez l'exemple des pays comme la Corée du Nord, comme la Chine, etc., vous voyez que c'est des pays où... communistes. Oui, voilà, c'est des pays où on ne laisse pas rentrer n'importe qui. C'est-à-dire que, par exemple, en Corée du Nord, vous ne pouvez pas suivre n'importe quelle chaîne de télévision, par exemple. Vous venez de l'extérieur, etc. Tout comme en Chine, vous voyez sur TikTok, quand vous allez capter, sur TikTok en Chine, vous allez voir les mécanismes par lesquels on apprend à fabriquer une machine, à faire tout. Or, ici en Afrique, nous avalons tellement de n'importe quoi que voilà, c'est de la distraction. On crée plutôt... L'information est filtrée de... Absolument, absolument. Pourquoi? Parce que, voyez-vous, il est montré scientifiquement que notre état d'esprit, nos convictions, le regard que nous portons sur la vie dépendent fondamentalement de ce qui est mis dans notre esprit. Voilà ce qui questionne justement la pertinence des systèmes éducatifs sur le continent africain. Si vous voulez avoir des citoyens intègres,
des citoyens qui incarnent des valeurs humaines et identitaires, culturelles, vous êtes obligé d'inclure cela dans le processus d'éducation de votre société. Vous êtes obligé de veiller aux règles du vivre ensemble et exalter ces genres de valeurs-là par des mécanismes et des créneaux qui permettent à l'ensemble des citoyens de finir par comprendre que le comportement qu'ils doivent afficher en société impacte véritablement les résultats auxquels la société elle-même va parvenir dans le processus de construction. Vous voyez? Donc c'est pour dire qu'il est important de revoir aujourd'hui les systèmes éducatifs et promouvoir les valeurs de la paix, de la sécurité, les valeurs de l'intégrité, les valeurs citoyennes qui donc amènent l'ensemble des sociétés, des individus à comprendre qu'ils ont toujours une responsabilité. Ce n'est pas parce qu'ils sont dévalés, ou ils sont pas riches, ou bien ils ne sont pas des leaders, ou bien ils sont pauvres, qu'ils ne contribuent pas à l'animation de la vie sociale. Vous voyez? Tout citoyen, quel qu'il soit, quel que soit son rang, quelle que soit sa situation, son obédience religieuse, dès lors qu'il fait partie de l'écosystème social, il participe nécessairement par ses idées, par ses actions, par les initiatives qu'il prend à créer ce qu'il convient d'appeler écosystème social dans lequel l'ensemble des populations vivent. Donc, mieux on répique dans leur esprit les idées valeureuses, de sorte qu'ils deviennent vertueux, davantage ils deviennent des éléments sur lesquels le dirigeant peut compter pour dérouler sa vision et pour espérer justement créer une dynamique d'évolution et de développement du pays. Les jeunes comme acteurs stratégiques pour une paix durable en Afrique, perspectives, initiatives et défis, c'est le thème du panel 3 de la rencontre de Lomé. En quoi est-ce que cette thématique a-t-elle son sens selon vous? C'est une thématique extrêmement importante. Pourquoi? Parce que quoi qu'on dise, la jeunesse, c'est l'épisode de la vie où vous avez tous les instruments de base nécessaires pour entreprendre, pour agir. Et puis l'avantage, pour l'Afrique a un avantage extraordinaire parce que aujourd'hui on dit que au moins 60% de la population africaine a moins de 25 ans. 65% a moins de 30 ans. C'est un atout indéniable. C'est le moment où vous n'êtes pas trop perturbé par des soucis de la vie, parce que vous avez encore vos parents qui s'occupent de vous. Donc en réalité, vous êtes dans le rêve. C'est le moment où vous devez pouvoir faire les semences intellectuelles, spirituelles, morales nécessaires pour pouvoir devenir des citoyens acteurs compétents et impénitents du processus de développement. Vous voyez? Donc, cette tranche de population-là est une richesse inouïe pour l'Afrique. Voilà pourquoi il faut travailler véritablement pour canaliser cette énergie vivifiante et disponible, de sorte que cette jeunesse-là, plutôt qu'elle se laisse, qu'elle reste vulnérable à tout ce qu'il y a de pernicieux et qui vient de l'extérieur, mais qu'elle puisse être vraiment canalisée et qu'elle soit disponible pour comprendre qu'elle doit agir, que c'est sur elle qu'en réalité tout gouvernant doit pouvoir compter pour construire sa nation. Lorsque vous arrivez à un âge encore plus évolué, vous êtes d'abord percuté par des soucis de la vie, des préoccupations. Vous n'avez plus l'énergie nécessaire pour avoir la foi en la vie, pour entreprendre avec plus de vigueur et de vitalité, d'énergie. Vous voyez? Donc ça veut dire qu'à la base, c'est d'abord la jeunesse. Une fois que cette jeunesse-là est canalisée et vraiment encadrée, on peut espérer des résultats probants au fil du temps. Si elle n'est pas encadrée, ce qui malheureusement est presque le cas en Afrique aujourd'hui, vous allez voir que cette jeunesse, lorsqu'elle se révolte, c'est la débandade, c'est l'instabilité, en tout cas, il n'y a plus de cohésion sociale, parce que celle-ci, elle a une rage pour la vie, elle est porteuse d'un rêve. Donc, c'est clair que c'est une thématique qui est extrêmement importante et je pense que c'est l'occasion, en tout cas, pour les dirigeants, les leaders, j'insiste encore sur leur responsabilité parce que c'est à eux que revient donc cette première responsabilité. On leur met à disposition les ressources que génère donc le labeur du peuple pour qu'ils puissent faire des choix politiques idoines qui permettent justement de construire une nation solide et prospère. Encore faudrait-il qu'eux-mêmes y comprennent qu'ils doivent gouverner par l'exemple. Autrement dit, le citoyen
lorsqu'il doit agir, il s'inspire toujours de ce qu'il voit, de ce qu'il entend et surtout de ce qu'il reçoit de ceux-là qui sont dans la position de ses responsables, de ses dirigeants. Lorsque vous avez un leader visionnaire qui est charismatique, qui est empathique et qui est rattaché à la cause commune, il inspire naturellement. Vous prenez quelqu'un comme Ibrahim Traoré, vous voyez, il est venu au pouvoir il y a à peine 2 ans. Mais vous voyez l'air du Burkina Faso, vous voyez les résultats auxquels il est en train de parvenir. Or, en fait, il n'a rien inventé. C'est une question de leadership. Si le dirigeant est véritablement vertueux et visionnaire, et il a le narratif adéquat qui permet de canaliser et même de coloniser l'esprit des citoyens, vous allez voir que le miracle se produit naturellement. Parce que tous les investissements qui sont en train d'être faits dans tous les secteurs de développement d'un pays comme le Burkina Faso et tout ce qui se fait, en tout cas sur l'ensemble des territoires de l'espace AES, nous donne le sentiment que, voilà, on commence à avoir des leaders visionnaires qui comprennent ce qu'ils doivent faire. Il faut que nos dirigeants soient des modèles. La société doit fonctionner de sorte à générer des dirigeants qui sont véritablement de vrais leaders, qui ont de la lumière et qui savent faire la voix pour l'ensemble de la population. Monsieur Abaki, laissez-moi vous rappeler que les pays de l'AES sont dirigés par des militaires. Oui, c'est-à-dire des citoyens bien aguerris, bien formés, bien disciplinés, parce que il est clair que dans toutes les sociétés du monde, les structures les mieux organisées, les entités les mieux organisées sont l'armée. Alors, quand les organisations non gouvernementales parlent d'un manque d'espace d'expression même de ces citoyens, de cette jeunesse dans ces pays gouvernés par des militaires, comment est-ce que vous pouvez parvenir à que cette jeunesse arrive à jouer pleinement son rôle? Est-ce que vous y croyez? Vous-même, vous avez le sentiment que les Burkinabés ne parlent pas, que les Maliens ne parlent pas, que les Nigériens ne parlent pas. Ils ne sont pas... Non, est-ce que vous avez... votre diagnostic vous permet de le dire aujourd'hui? En réalité, dans une société organisée, on ne parle pas pour parler. On parle pour impacter l'esprit de la société, de l'ensemble des individus, des citoyens. On parle pour apporter une plus-value à ce qu'il y a comme existant. Et donc, lorsque la parole n'est pas aussi canalisé et tout le monde dit ce qu'il a à dire et de n'importe quelle manière, cela constitue parfois une forme de venin. Mais entendons-nous très bien. Moi, je vois sur TikTok et partout, et même au Burkina Faso, vous suivez un peu les émissions qu'il y a là-bas. C'est des débats, mais d'un très haut niveau. C'est ça l'expression. Et c'est de ça qu'il s'agit. C'est-à-dire que le monde intellectuel, qui a déjà des recettes de vie, qui a déjà un parcours, puisse se disposer à partager cette connaissance utile. Il ne s'agit pas de distraire tout simplement, de dire oui, la parole est par terre, tout le monde peut l'utiliser. Et donc, lorsque vous apprenez à comment faire l'amour à quelqu'un, vous venez dire ça à la place publique, ça ne construit pas. Donc, la parole qui doit être promise, c'est la parole constructive. Et j'observe avec beaucoup d'intérêt que cette parole constructive est largement promise dans les pays de l'AES, même si ceux-ci sont dirigés par les militaires. D'ailleurs, même c'est des atouts. Parce que vous voyez, les modèles de gouvernance qui ont le mieux réussi en Afrique, tout comme ailleurs, ont été générés et entretenus par des militaires. Vous prenez la France. Aujourd'hui, la référence en termes de gouvernance pour les Français, c'est quelqu'un comme De Gaulle. De Gaulle qui a donc agi en faveur de la France, qui a provoqué le déclic véritablement de développement de ce pays, est un militaire. Et bien, quand vous prenez en Afrique les gens comme Ramlis, quelqu'un comme Thomas Sankara qui n'a même pas fait 5 ans au pouvoir, mais dont le nom continue de retentir à travers donc les générations. C'est une question de capacité d'action et d'impact sur l'esprit des citoyens. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, le narratif qui a été construit par les puissances occidentales et qui donne le sentiment que lorsque vous êtes militaire, vous n'êtes pas calibré pour être un leader, mais est tout à fait fausse. Parce qu'en réalité, le citoyen, qu'est-ce qu'il cherche? Il cherche le résultat. Il cherche... il attend de son dirigeant les recettes de vie qui lui permettent à lui d'abord d'avoir de l'espoir et d'avoir foi que oui, l'environnement dans lequel il vit lui permet justement de se faire valoir
de s'exprimer et d'initier pour contribuer justement au développement de sa nation. Et c'est ce qui est en train de se faire. Aujourd'hui, si le Burkina est capable de construire des centrales thermiques, de construire, de bâtir, je veux dire, les blindés, de construire, en tout cas dans le domaine de l'agriculture, même les prisonniers sont aujourd'hui régénérés dans le monde de la production agricole, etc., etc. C'est une question d'empathie pour le peuple. Quand vous avez de l'amour et de l'affect pour le peuple, vous avez l'inspiration. Vous êtes bien encadré et vous créez finalement une dynamique d'ensemble qui permet justement d'évoluer. Dynamique qui se repose sur les jeunes comme acteurs stratégiques pour une paix durable en Afrique. Alors, quelle initiative par ordre croissant faut-il mettre en œuvre pour pouvoir atteindre ce rôle-là? Chaque pays d'abord doit pouvoir comprendre que sans la paix et la sécurité, ce sera vain qu'on va initier des programmes, même si flamboyants soient-ils, et pour espérer qu'ils puissent réussir. Donc ça veut dire que chaque gouvernant, en ce qui le concerne, doit d'abord mettre au cœur de sa stratégie de gouvernance l'être humain, son épanouissement, sa sécurité, sa paix, sa quiétude, voyez-vous. Et donc, à partir de ce moment-là, la santé mentale, physique et intellectuelle des citoyens est garantie. Et donc, quand vous êtes dans les bonnes dispositions, vous êtes capable d'initier vous-même tout ce qu'il y a, en tout cas, selon vos penchants naturels, vous êtes capable justement d'entreprendre et donc d'être un acteur contributeur de la vie de la nation. En cela aussi, au-delà de ceci, un cadre comme celui du forum de Lomé est extrêmement important. Voilà des initiatives qui permettent en fait à chaque acteur de frotter sa cervelle contre celle de l'autre. Parce que c'est à partir de ces échanges-là qu'on trouve les meilleures solutions possibles qui permettent de servir la cause des citoyens du continent. Donc je crois que au-delà donc de cette dimension de chaque nation, il est important aussi d'initier des cadres de réflexion comme celui de Lomé, tout comme à partir des regroupements sous-régionaux comme la CEDEAO, le MOA, la CEMAC, l'Union africaine, etc., qu'on puisse comprendre qu'on n'est pas juste dirigeant, que n'est pas dirigeant qui veut, mais celui qui peut. Il peut veut dire qu'il se dispose à libérer les énergies autour de lui, de sorte que chaque acteur soit en mesure de contribuer. Voilà, dans l'ensemble, je pense, ce qui peut être fait pour qu'on puisse créer un nouveau narratif pour l'Afrique. Que le citoyen africain comprenne qu'il appartient à un écosystème dans lequel il doit agir lui aussi, à quelle proportion que ce soit, pour pouvoir justement le transformer et impacter justement l'environnement par un certain développement garanti. Monsieur Abaki, ce ne sont pas les sommets qui manquent, ce ne sont pas les forats qui manquent, ni les recommandations par ailleurs. Et pourquoi est-ce qu'il y a toujours des foyers de tension sur le continent africain? Justement, parce que je crois que j'ai évoqué justement la situation de la faim, de la précarité, des frustrations, de l'injustice. Voyez, le président du Conseil du Togo, à l'ouverture de ce forum, a dit que la paix ne se décrète pas. Elle se construit. Elle se construit par l'inclusion, elle se construit également par la justice sociale. Je crois que c'est très bien dit. Théoriquement, c'est très bien dit. Maintenant, l'enjeu, c'est la capacité de matérialisation d'une telle vision, aussi bien au Togo qu'ailleurs. Parce qu'à partir de l'instant où ces concepts-là, toutes les recommandations et tout ce qui a été initié de gauche à droite, à travers les sommets, à travers des rencontres, des ateliers et tout, si tout ça reste théorique, cloîtré dans les tiroirs, ça veut dire qu'il n'y a aucun impact sur la vie de la population. Et donc, le fait qu'il y ait encore d'instabilité, le fait qu'il n'y ait pas de paix, le fait que nos États ne soient pas en mesure de s'assumer et d'assumer leur souveraineté et de se construire par eux-mêmes en l'état actuel des choses est un diagnostic, c'est un vrai baromètre qui doit questionner justement, ou bien qui doit amener les dirigeants à comprendre qu'ils ont encore du travail. Et ce travail doit se situer justement, comme je le dis, sur ce qu'il repique dans l'esprit des citoyens. C'est pour ça que j'insiste sur le processus d'éducation, sur les systèmes éducatifs. Si vous n'incluez pas dans ces systèmes-là, malheureusement qui sont encore hérités des systèmes de la colonisation, si vous-même, à partir du diagnostic que vous posez sur la réalité de votre société, vous ne triez pas un certain nombre de valeurs, un certain nombre de principes qu'il faut construire à travers votre société, et qu'il faut inclure dans vos systèmes d'éducation, vous ne pouvez pas vous attendre à des résultats extraordinaires.
extraordinaire. Parce que la performance de chaque citoyen, je l'ai déjà dit, dépend fondamentalement de ce qu'il a acquis, de ce qu'il connaît de la vie, de ce qu'il a appris comme information, comme connaissance, comme vertu, comme principe de vie, etc. Il faut trouver les créneaux et les moyens les plus idoines nécessaires pour matérialiser ces visions-là, qui sont donc consignées pour l'instant dans des documents sur le terrain. Et c'est ça qui permet à chaque citoyen de se sentir à l'aise. Si aujourd'hui nous sommes en face ici, on est à l'aise pour discuter de ce sujet, c'est sans doute parce que vous êtes en bonne santé. C'est sans doute parce que vous n'avez pas de préoccupations majeures qui colonisent votre esprit. Et donc à partir de ce moment-là, vous pouvez mener une réflexion utile et abouti. Le fait même que nous fassions une telle émission va impacter des milliers de personnes qui vont suivre ça et il comprendra que chaque citoyen, quel qu'il soit, a une responsabilité dans le processus du code. L'erreur que nous commettons souvent, même à travers ces genres de forums, etc., c'est de mettre tous ces sujets dans une forme de généralité. C'est-à-dire, on dit, bon, mais écoutez, il faut que l'Afrique se développe, il faut qu'on lutte contre la paix. Mais on ne situe pas ça sur l'individu. Il faut que même les individus qui sont là-bas comprennent, questionnent leur propre état d'esprit. Est-ce qu'au moment où on est en train de parler de cette question, eux-mêmes, là, ils sont en paix avec eux-mêmes? Est-ce qu'ils se sentent en sécurité? S'ils ne se sentent pas en sécurité, quelle est la cause? Est-ce que c'est parce qu'ils sont frustrés? Est-ce qu'ils sont révoltés contre une situation, etc. Lorsque vous posez le travail commence par soi-même. Par soi-même, évidemment. Évidemment, parce que chaque individu est unique en son genre. Et cette diversité d'individus est une richesse, à condition qu'on capitalise ce qu'il y a de vertueux à chacun de nous, tout simplement. Alors, le continent africain est appelé à agir efficacement pour maintenir la paix et la sécurité, mais à quel prix? Oui, à ce prix où on se concentre. On comprend qu'en fait, nous avons tout pour réussir. C'est-à-dire que le premier privilège que nous avons, c'est de compter parmi les êtres vivants. Une fois que nous comptons parmi les êtres vivants, nous avons l'air que nous respirons, c'est clair, qui nous donne l'oxygène, qui module donc nos cellules, et nous avons l'eau que nous buvons, et la nourriture que nous mangeons. Le reste, c'est de travailler pour maquiller notre environnement, c'est de travailler pour préserver les règles du vivre ensemble, la cohésion sociale. Ce sont ces conditions de base qui permettent à toute société d'évoluer. C'est-à-dire que lorsque vous êtes dans ces conditions-là, si vous avez un flair pour la technologie, vous allez vous appliquer. Et parce que justement tout le monde comprend que ce que vous allez faire va servir la cause nationale, le dirigeant va affecter des ressources sans calcul, sans tenir compte de votre région, de votre ethnie, de votre religion. Il sait tout simplement que vous êtes un citoyen, que vous avez la fertilité d'esprit et l'ingéniosité dans tel domaine. Il met les moyens à votre disposition, de sorte que votre œuvre puisse servir la cause commune. Vous voyez? Donc ça veut dire que tant que les dirigeants ne comprennent pas qu'ils ont une responsabilité aiguë dans le processus de construction de chaque citoyen, de sorte qu'ils connaissent des citoyens intègres, qui incarnent des valeurs humaines, des valeurs sociétales, des valeurs culturelles, il y aura toujours problème. Donc le prix à payer, c'est d'abord de s'appliquer, d'être en mesure de s'appliquer, parce que on a quand même des dirigeants qui sont des aventuriers, il y a des dirigeants qui sont des jouisseurs, il y a des dirigeants dont la préoccupation est tout simplement de s'enrichir, parce qu'ils considèrent d'abord la richesse matérielle comme ce qu'il y a comme étant la primauté. Or, normalement, la première richesse dont dispose un dirigeant pour gouverner un peuple, c'est son peuple justement. Vous voyez? Puisque justement c'est le peuple qui crée l'argent. C'est le peuple qui crée la richesse matérielle. Ou bien c'est pas ça. C'est le peuple qui vote pour vous. C'est le vote aussi, c'est le peuple aussi qui vous met à votre poste stratégique où vous êtes. Donc c'est vraiment, je veux dire, inintelligent, vraiment inintelligent, que de donner la primauté à la richesse matérielle en lieu et place de la richesse humaine et de la ressource humaine dont dispose en premier le dirigeant. Alors nous sommes arrivés à la fin de l'invité de ce soir. Quel message particulier voudrez-vous adresser aux jeunes appelés à être des acteurs stratégiques pour une paix durable en Afrique? C'est de dire à chaque jeune d'Afrique que quelle que soit sa situation actuelle, quelles que soient les conditions ou bien les difficultés par lesquelles il passe, il dispose encore de son cerveau. Il dispose encore des facultés de base qui lui sont inhérentes, qui lui sont naturelles et consubstantielles.
Une fois qu'il les a, c'est une clé de base pour pouvoir se construire. Maintenant, il lui appartient de commencer à se donner une vision. Et que même s'il n'a pas de ressources, qu'il ait la foi que sa première richesse, c'est sa connaissance. Qu'il soit suffisamment curieux pour affûter ses connaissances. Heureusement qu'aujourd'hui, on est au XXIe siècle, la connaissance est versée partout. À travers l'Internet, à travers les réseaux sociaux, vous pouvez toujours apprendre. Qu'ils apprennent, qu'ils deviennent compétents et efficaces dans les domaines où ils sont appelés à s'exercer. Merci Lucas Baki d'être passé sur ce plateau. Vous êtes journaliste, écrivain et analyste politique. C'est un plaisir. Merci également à vous qui êtes restés à notre compagnie. À très bientôt sur votre chaîne. Voilà.